c'est pour voir plus clair. Voir clair dans des affaires sombres. Et parfois, dans ces affaires sombres, il faut mettre les microscopes ou alors des lunettes de vue. Voir ce qui se passe avec le régime Biya, c'est toujours derrière des rideaux. Et derrière ces rideaux, il y a beaucoup de manipulations, aussi beaucoup d'informations. Mais le but de la désinformation, c'est toujours de créer la déstabilisation de ceux qui sont déjà beaucoup avancés et qui sont en train de vouloir montrer les réalités d'un régime qui a complètement échoué et qui a plongé le peuple dans le désespoir. Oui, c'est un chef de terre d'une Fundi qui s'est substitué donc à la justice pour finalement régler des problèmes de plateau de télé. Le Conseil national de la communication n'a même pas agi. Mais c'est le préfet qui a agi parce qu'on les appelle les chefs de terre. Et quand ils sont sur terre, ceux également qui peuvent, avec leur basse, demander qu'on vous muselle pendant des années, pendant des mois. Dans cette basse, les femmes souffrent. Parce que les femmes subissent les injustices. Et même quand le préfet, le gouverneur va dans un village ou dans un quartier, il prend toutes les femmes qui sont à sa portée. Ou plutôt, on vient lui livrer ces femmes-là. Le régime Biya n'a donc jamais, au grand jamais, réussi à faire tomber un opposant par des urnes. Mais c'est toujours par des montages. Tel soutient l'homosexualité, tel est parti violer tel ou tel. Et comme ça, le peuple se gargarise. À l'approche de l'élection de 2018, c'est Maurice Kamto qui était affiché comme le plus grand prédateur sexuel. Comme le plus grand pédophile et consort et tout ça. Et bien sûr, ça a marché. Puisque si ce n'est pas ça, on va lui attribuer les détournements de 14 milliards. On peut même fabriquer des femmes pour venir faire des témoignages. C'est avec ça que le régime Biya a toujours eu à fonctionner. Utiliser des femmes, utiliser des enfants d'autrui, les surexploiter et ensuite les jeter. D'ailleurs, beaucoup de femmes ayant souvent eu une forte personnalité ont souvent été détournées. Détournées par le régime Biya, de telle sorte qu'elles n'ont pas souvent été dans le combat. Et aussi, le régime Biya a souvent eu à broyer des femmes. On a pu voir ma soeur chérie, Calixte Beyala, comment est-ce que la voyoucratie des Mbondayo et compagnie ont réussi à la broyer. On a vu combien d'autres femmes, aujourd'hui, ne peuvent même pas raconter ce qu'elles ont eu à subir au niveau du régime Biya. Et parfois, des personnalités aussi, qu'on voyait avec de fortes têtes, ont même eu à défendre le régime Biya. Oui, je me souviens de cette grande panafricaniste, Nathalie Yam, qu'on a d'ailleurs vu un peu au Cameroun en toute liberté. Et même on a vu parfois avec Mokulu Mbondo, le neveu de Biya, eh bien, ne pas beaucoup s'occuper des affaires du Cameroun. Le Cameroun, peut-être pour elle, paraissait comme le pays où il ne fallait pas mettre la gueule. Peut-être la Côte d'Ivoire était beaucoup plus sale. Même s'il y a des TR, même s'il y a des bus, même s'il y a des autoroutes. Mais la Côte d'Ivoire et même d'autres pays préoccupent beaucoup plus certaines élites féminines camerounaises.
Nathalie Yam est donc une intellectuelle et surtout celle-là qu'on a découvert à travers Scotty, de telle sorte qu'elle porte le sobriquet de la dame de Scotty. Elle est beaucoup impliquée, bien évidemment, dans les mouvements de l'AES où elle soutient le panafricanisme à sa façon. Mais, malheureusement, à l'étranger, on nous accuse toujours que, mais attendez, vous vous occupez des autres pays, mais jamais du Cameroun. Nathalie Yam nous avait d'ailleurs présenté, et là, j'ai rebondi, quand elle avait dit que Paul Biya était un panafricaniste et qu'il l'avait refusé, il avait viré la France pour aller vers la Russie. Seigneur, Paul Biya, panafricaniste, un homme qui a dit qu'il était le meilleur élève de la France, qui n'a rien changé des accords militaires entre le Cameroun et la France, qui ont été signés par Amadou Ahidjo dès 1959 et ont été renouvelés en 1974. C'était donc une sortie comme si c'était commandé par le régime Biya. Dire que Paul Biya est panafricaniste, qu'il est courageux de se débarrasser de la France, alors que lui-même nous a dit qu'il venait rendre compte à Macron par rapport au sommet, au grand dialogue. Et cette sortie a fait donc, bien évidemment, beaucoup de bruit, parce que les Camerounais vivent un véritable enfer. Plus que certains pays de l'Afrique de l'Ouest, où au moins il y a quelques changements. Mais les panafricanistes camerounais s'occupent beaucoup plus de Ouattara, s'occupent plus de Macky Sall, s'occupent plus du Mali que d'autres choses, que de leur propre pays. Et pourtant, 2025 est important pour qu'ils puissent dire à Paul Biya, ça suffit. 43 ans, c'est trop. On ne peut pas dire que Ouattara est dictateur et que Paul Biya est panafricaniste. Alors que tout, jusqu'à présent, au Cameroun, est toujours sous la coupole de la France. Et d'ailleurs, j'ai appris que Paul Biya ne voulait pas de base militaire au Cameroun. Mais la France n'avait jamais, à partir d'Ahidjo, envisagé une base militaire. Pourquoi? Parce que c'est les nationalistes que Elimbi Lobe insulte aujourd'hui qui ont fait que la France ne vienne pas avec la base militaire. La France ne l'envisageait plus. La France a préféré aller dans des pays comme le Gabon et pas au Cameroun. Ce sont les nationalistes qui ont empêché cela. Aujourd'hui, je peux me réjouir parce que Nathalie Yam a fait 2 sorties jumelées. Non seulement pour essayer de rétablir la vérité sur le travail de ces nationalistes, et aussi pour rappeler à Elimbi Lobe que Ernest Ouandjé n'a jamais été bandit. Et plus aussi parce que au moment où 2025 approche et que il y a des mouvements tectoniques dans le sous-sol politique camerounais, des femmes de forte voix et de forte influence, comme Nathalie Yam, étaient attendues pour prendre des positions tranchées et non pour s'acoquiner avec un régime qui a beaucoup trop de sang en main. Cette sortie de Nathalie Yam est aussi une démonstration, un engagement des femmes qui de plus en plus font des sorties et qui aujourd'hui ont compris que le changement et la révolution des mentalités et même de ce qu'on peut appeler l'alternance, ça ne peut venir que par la bouche et l'engagement des femmes. Nathalie Yam, pas besoin de mettre des loupes, pas besoin de mettre les écouteurs. Elle a une forte tête, elle a une forte voix. Et Elimbi Lobe, qui aboie comme mes chiens qui sont dans la cour, est appelée à venir s'asseoir au banc pour écouter non seulement Nathalie Yam, mais aussi appeler ses enseignants et ceux qui font qu'ils viennent prostituer ou alors falsifier l'histoire du Cameroun, qu'ils viennent apprendre, écouter ceci.
De la gestion intérieure, son héritage est catastrophique. Non seulement il va laisser un pays où le tribalisme et la division sont à leur paroxysme, mais où les grandes ambitions et les grandes réalisations se sont avérées être de grandes affabulations et un grand néant. La misère morale qui caractérise le Cameroun n'a d'égal que la pauvreté criarde dans laquelle se trouve la majeure partie de la population, à l'exception de la petite caste dépravée, parvenue et corrompue qui gère le pays. Un Cameroun où les prostituées sont présentées par des membres du gouvernement comme des modèles de réussite sociétale d'une jeunesse égarée, où des hommes de médias qu'il est difficile d'appeler journalistes deviennent des francs-tireurs qui utilisent leurs micros, leurs journaux, leurs antennes, leurs claviers pour régler des comptes contre rémunération, où le droit est penché, où les forces de l'ordre sont utilisées comme moyen de répression, où les grands commis de l'État font perdurer une situation pourrie aux noseaux pour se remplir les poches, où des militaires deviennent des tueurs à gages, où des procès débutent mais ne se terminent jamais, où des voyous sont intouchables, où des fonctionnaires peuvent accumuler 53 immeubles, où les milliards détournés ne sont jamais remboursés, où les condamnés à de longues peines de prison pour détournement de milliards se baladent en ville et surveillent sereinement la construction de leur chantier le week-end. Tout à fait. Un Cameroun où celui qui vole un régime de plantain pour nourrir sa famille a plus de chances de crever en prison que celui qui vole 180 milliards de francs CFA du fonds Covid. Tout le système occidental qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale a toujours été un système hyper violent et hyper dominateur. Il n'y a pas la notion de collaboration, de partenariat. C'est une notion de relation de maître à esclave. Tu obéis ou bien je te sanctionne. On ne dit pas que les autres sont des saints. Quand les Chinois viennent, quand les Russes viennent, quand les Turcs viennent, etc., chacun cherche son intérêt, c'est normal. Si nous avons des problèmes, c'est parce que beaucoup de nos dirigeants sont plus intéressés à satisfaire les intérêts des autres plutôt qu'à défendre nos propres intérêts. Donc on ne va pas jeter toute la faute toujours sur les autres. Mais ce qui distingue l'Occident des autres, c'est que quand vous faites des affaires, si jamais ça ne marche pas, les Turcs, les Russes, les Chinois, je sais pas, les Iraniens, ils vont pas aller fomenter des coups d'État pour renverser le système et installer quelqu'un à la place qui va venir leur signer des contrats. Alors que les Occidentaux, c'est ce qu'ils font. Je vous le dis et je vous le répète encore une fois, si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions, alors les 4 prochaines années là, seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. On voit tous comment, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous. Vous êtes même comment? Ils sont esclaves comme nous. Et vous les laissez se comporter en maître avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dans le moment géopolitique actuel, l'inaction équivaut au retour à la case prison, soumission, exploitation, colonisation. Dans le moment géopolitique actuel, l'Afrique risque d'être le théâtre de la guerre par procuration que Trump va mener contre la Chine après avoir apaisé les relations États-Unis-Russie.
Dans le moment géopolitique actuel, le droit international a disparu et seule la loi du plus fort s'applique. Et c'est ensemble que nous sommes forts. En Afrique, nous avons tout ce qu'il faut, sauf les bonnes personnes aux bonnes positions et la bonne mentalité. L'AES montre de façon embryonnaire ce qu'il faut faire. Les autres, il y a toujours chaud, chaud. Mettez-vous au travail tout de suite. On a mis dans la tête des Africains que élection égale démocratie. Je rappelle pour les paresseux du cerveau que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes en Allemagne. Je ne crois pas pour autant que les Occidentaux le citent en exemple chaque fois qu'ils parlent de démocratie. La France considère que pour que eux gagnent, il faut que nous perdions. Ils n'admettent pas le partenariat gagnant-gagnant que nous exigeons dorénavant. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. C'est pour cela que c'est cette partie qui reste occulte qui fait le tout de leur intérêt. En réalité, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. C'est ça la réponse que l'on cherche en vain depuis toutes ces années. Je répète, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. 80% de nos ministres ont la nationalité française. Il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. De Gaulle l'avait dit, ils veulent pouvoir se servir librement chez nous. Librement, c'est gratuitement, sans demander la permission à personne, à volonté. Et tous ceux et celles qui dévoilent et s'attaquent à ce déséquilibre sont combattus et vilipendés avec l'énergie du désespoir par Paris. Maintenant qu'on a dit ça, pour déterminer quelle carte l'Afrique peut jouer pour s'extraire de ce magma de mort, de menaces et de déstabilisation qui l'entoure, il est important de prendre en compte le contexte géopolitique du moment. Regardons donc rapidement ce qui se passe dans le monde pour en tirer des leçons pertinentes pour nous. En Europe, on entre dans la 3e année du conflit OTAN-Russie en Ukraine. L'armée russe continue d'avancer et de conquérir une localité après l'autre dans le Donbass, qui sont des prises de guerre irrémédiablement perdues pour l'Ukraine, qui finira rétrécie et morcelée. Il y a quelques jours, les Russes ont pris le contrôle de la plus grande réserve de lithium d'Europe, avec 13,8 millions de tonnes dans le village de Sevchenko, que Zelensky avait auparavant cédé à une entreprise occidentale. La leçon que l'on peut tirer, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit nous définir ce que sont nos intérêts. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en mars 2022, un mois à peine après le déclenchement de la guerre, l'Ukraine était sur le point de conclure un accord de paix avec la Russie. Et ce sont les Occidentaux, avec l'hirsute ex-premier ministre britannique Boris Johnson en tête, qui sont venus leur dire de ne pas et les encourager à aller à la guerre, en leur promettant un soutien sans faille. On va vous donner des armes, on va vous donner de l'argent, mais allez sur le champ de bataille. Mesdames et messieurs, savez-vous, au moment où nous sommes, alors que nous avons le pays le plus beau du monde, qu'aujourd'hui, des Camerounais meurent en Russie, en Ukraine, ainsi de suite. Vous êtes donc capable d'aller combattre ailleurs. Vous êtes capable d'aller perdre vos vies ailleurs. Mais ici, chez vous, au Cameroun, là les Oumniobé ont lutté, vous êtes incapable de vous libérer. Comment peut-on chaque fois voler l'élection et venir pleurer au marché et tout? J'ai vu des photos horribles. Oui, parce que nous voulons tout simplement dire, on va soutenir tel qui va nous aider. Non, personne ne va nous aider. Si nous ne pouvons pas nous-mêmes nous asseoir pour défendre nos biens, et nos biens commencent par le dégagement.
de tous ces valets coloniaux qui sont là. Il ne suffit pas de venir dire que non, il faut faire... Non, 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 les autres là vont venir nous aider. Non. Lorsqu'une élection arrive, plein de gens sont incapables d'aller s'inscrire sur des listes électorales. Plein de gens sont dans des bars et sont incapables d'aller défendre leur vote. Et ce sont les mêmes gens qui sont prêts à aller mourir à l'extérieur, en Russie, qui sont prêts à aller combattre en Ukraine, qui sont prêts à prendre la route de l'aventure, où ils ne sont même pas sûrs de pouvoir que leur cadavre sera retrouvé. Oui, Ernest Ouandji a combattu. Il a été abattu. C'est un martyr. Au moins, on sait où on peut aller faire le pèlerinage au niveau de sa tombe, qui semble être aujourd'hui profanée. Au moins, il est entré dans l'histoire. Mais ceux qui ne se battent même pas là, ou bien qui veulent seulement aller se battre pour d'autres puissances, qui attendent que Poutine vienne nous libérer. On sera des éternels esclaves. Ils sont les premiers à s'aligner derrière Paul Biya. Mais comment vous pouvez vous aligner derrière Paul Biya, qui lui a été donc placé par la puissance coloniale, qui elle-même avait placé à Bagouadidjo? Et vous dites que Paul Biya est un panafricaniste. Vous dites que c'est Paul Biya que vous devez soutenir des jeunes comme vous. 42 ans, 43 ans. Des femmes comme vous, vous séchez au soleil. Vous voyez vos enfants prendre les routes de l'exil. Vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir. Vous voyez que toutes les grandes écoles sont prises d'assaut par les fils des ministres. Vous constatez que Brenda utilise votre argent, votre pétrole. Vous voyez comment est-ce que Chantal et ses copines vous narguent. C'est de la violence qu'on fait contre vous. Et lorsque un opposant sort, vous êtes les premiers à critiquer. Vous êtes les premiers à dire, ah vraiment, on ne voit pas qui peut remplacer Paul Biya. Oh, on ne voit pas qu'est-ce qu'il va faire. Et tout et tout. Hein? Et vous insultez même ceux qui se sont sacrifiés. Voilà. Comme Ernest Ouandji, traité comme un bandit. Écoutez. C'est difficile d'appeler journalistes, deviennent des francs-tireurs qui voilà. utilisent leurs micros, leurs journaux, leurs antennes, leurs claviers pour régler des comptes contre rémunération. Merci. Voilà donc ce que nous faisons maintenant. Les règlements de compte avec Elimbi Lobe qui est utilisé, avec des journalistes qui aujourd'hui sont en train de vous désorienter, incapables de vous dire que les problèmes que nous avons dans notre société, dans notre pays au Cameroun, ne viennent pas de l'opposition. Ils ne viennent pas de l'opposition. Ils viennent des gens qui n'ont jamais voulu faire le bien d'une nation. Ils viennent des gens qui sont là pour la balkanisation. Ils utilisent les mêmes mots que le colon. Oui, parce que quand le colon était au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'homme bamileke est un caillou dans la chaussure. C'est les mêmes termes qu'ils utilisent. Ils vous mentent. Ils vous ont appauvris. Ils continuent à être dans le franc CFA. Et ils disent qu'ils sont souverains. Vous avez dit d'autres pays, d'autres peuples. Ils ont leur monnaie. Pourquoi ces gens n'ont pas de monnaie? Leur propre monnaie. Parce qu'ils ne sont pas souverains. Et cette souveraineté-là devrait donc s'arracher. Parce que tant que ces valets sont là, ils savent qu'après Biya, ils vont encore placer un autre
par le token, ils vont placer un autre individu et c'est terminé. Voilà. Mais ce que Limbi Lobé oublie, c'est que lui-même il finira dans le moulinex. Et d'ailleurs, j'ai voulu ici mettre une intervention, oui, vous allez me mettre ça, de Nathalie Yam. Justement, cette deuxième partie est plus intéressante. Où elle vous rappelle, parce que vous devez, c'est pour ça qu'ils ne vous apprennent pas ça à l'école. Les sacrifices, si nous sommes ici en France, c'est parce que le peuple français s'est sacrifié. Le peuple américain s'est sacrifié. On ne peut pas gagner quelque chose sans sacrifice. Même pour aller au paradis, il faut accepter mourir. Vous voulez aller au paradis à pied? Vous voulez gagner la liberté sans jamais mouiller le maillot? Sans même liker indirect parce que vous avez peur? Avec ça, vous allez mourir dans la misère. Parce que un vrai peuple se bat pour sa liberté. Un vrai peuple se bat pour se libérer. Un vrai peuple se bat pour sa dignité. Un vrai peuple ne plie pas les genoux. Regardez les Burkinabés. Regardez les Maliens. Regardez ce qu'ils sont en train de réaliser. Et regardez ce que nous sommes au Cameroun. Regardez ce que nous faisons au Cameroun. Oui, alors que la jeunesse est beaucoup plus nombreuse, plus de 70% de la population, comment se peut-il que les vieux Niak Fendi, les cavaliers de Djibril, les Paul Biya et tous ces vieillards croulants, ces candidats au cercueil, que ce soit eux qui soient là pour vous détruire? Oui, les Oumyobé sont morts jeunes. Ernest Ouadi a été tué jeune, mais il restera dans l'histoire, malgré le fait qu'on veut salir sa mémoire. Oui, on n'oubliera jamais au sein d'Afana. Ils étaient plus jeunes que vous, mais ils sont restés dans l'histoire. Mais vous, vous voulez vieillir sur les motos, avec de l'eau glacée en train de vendre. Vous voulez tout simplement mourir en train de danser dans les bars. Vous voulez rester là dans le chômage à vie, en vous faisant tuer, écraser. Au nozo, là ils vous ont envoyé. C'est ça qu'il faut pour vous. Vous voulez tout simplement prendre comme modèle des bandits comme Elimbi Lobé, qui ne connaissent rien de l'histoire du Cameroun, ou plutôt qui veulent tout simplement vous montrer que les héros sont devenus des zéros. Et aujourd'hui, c'est des zozos comme les Atangadi qui sont en train de gouverner le Cameroun. Un Cameroun où pourtant le coefficient intellectuel est si élevé, un Cameroun où pourtant on a vu le potentiel humain. Mais malheureusement, on n'utilise que les Elimbi Lobé. De bandit. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Ernest Ouandié est une grande figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Un compagnon de Ruben Oumyobé, de Félix Mounier, d'Osende Afana et consorts. Cette prise de parole a soulevé un tollé au continent, comme les Camerounais appellent leur pays, où toutes ces personnes sont admirées par beaucoup. Alors, héros ou zéro. Mon objectif aujourd'hui est de clarifier les choses froidement, factuellement, loin de toute émotion. Et pour cela, je vais procéder méthodiquement, à l'aide du droit, comme j'aurais souhaité que cela fût fait sur les plateaux de télévision qui s'en sont suivis. Commençons donc par définir ce que c'est un bandit. Un bandit, c'est quelqu'un qui commet des infractions à la loi, qui sont répréhensibles pénalement. Quelqu'un qui vole, qui braque, qui raquette, quelqu'un qui kidnappe, qui agresse, qui tue, c'est un bandit. Donc ceux qui accusent Ouandié d'avoir été bandit doivent pouvoir dire et prouver très précisément que tel jour, Ouandié a tué telle personne, a séquestré telle autre, a extorqué telle chose ou a donné l'ordre d'agresser un tel. Et je souligne bien que c'est de Ouandié dont il s'agit, pas de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, dont il est militant, ni de l'ALNK, l'Armée de libération nationale du Cameroun, la branche armée de l'UPC dont il était le chef. Je souligne ça parce que, et c'est mon deuxième point, la responsabilité pénale est personnelle. Elle est liée à un individu, elle n'est pas collective. Je vous donne deux exemples pour bien illustrer cela. Il y a une dizaine d'années, nous avons été horrifiés par les images des soldats de l'armée camerounaise qui se sont filmés eux-mêmes en train d'abattre par derrière, à bout portant, deux femmes civiles désarmées, dont l'une portait un bébé attaché dans le dos et une petite fille.
Je n'oublierai jamais le regard du bébé qui se tourne pour contempler celui qui s'apprête à le massacrer avec sa famille la seconde suivante. J'ai été tellement choquée par ces images que je sais encore exactement où j'étais quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois. Personne n'a jamais accusé Paul Biya d'être un bandit à cause de cela, parce qu'il était évident que ce n'était pas pour faire ça que Biya avait envoyé des soldats de l'armée camerounaise au nord du pays. Un autre exemple, en 2011, on a arrêté Laurent Gbagbo en l'accusant d'avoir été celui qui a envoyé des gens commettre des exactions en Côte d'Ivoire. Pendant 8 ans, la Cour pénale internationale l'a jugé et n'ayant pas pu le prouver, il a été libéré en 2019. Pourtant, malgré cette relaxe, le tribunal n'a jamais dit que les exactions n'ont pas eu lieu. Mais la Cour a dit qu'il lui était impossible d'établir la responsabilité personnelle de Gbagbo dans celle-ci. Troisième point maintenant. Qu'est-ce que le droit dit sur l'histoire de la lutte indépendantiste au Cameroun? D'abord, il faut établir un fait universel. La guerre est sale, elle est violente, elle est sanglante. On l'a vu depuis que le monde est monde et on le voit encore aujourd'hui. Les horreurs que l'armée française a infligées aux Camerounais pour les soumettre et tenter de les empêcher de s'émanciper sont d'une cruauté qui a toute sa place dans le livre Guinness des records de la monstruosité. Les camps de concentration selon le modèle allemand, le bombardement au napalm de populations civiles comme en Indochine, les exécutions sommaires, la torture des résistants. Mais l'UPC n'est pas resté bras ballants à subir toutes ces abominations. Comme l'ANC en Afrique du Sud, l'Union des populations du Cameroun, en plus de l'action diplomatique qu'elle menait au plan international, s'est à un moment donné caractérisée par la résistance armée aux colons et à leurs laquais locaux, toujours eux. L'UPC reconnaît donc avoir attaqué des gares, des commissariats et même éliminé des traîtres et des collabos de l'occupant. Mais toutes ces actions ont été prises en charge par la loi de réhabilitation signée en 1991 par Paul Biya. Lui-même. Lisons ensemble. Article 1er. La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. En application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont réhabilités messieurs Amadou Aïdjo, Nyobe Ruben, Mounier Félix et Wandier Ernest. Article 2. La réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments ou édifices publics. Est-ce qu'elle La loi s'affiche, vous pouvez appuyer sur pause pour la lire. La raison pour laquelle ce sont ces 3 personnes qui ont été spécifiquement choisies est qu'elles sont les 3 figures de proue de la lutte anticoloniale au Cameroun. Le greffier Ruben Nyobe était l'un des fondateurs de l'UPC et son secrétaire général emblématique de 1948 au 13 septembre 1958, quand il est sauvagement assassiné par l'armée française, qui l'a mitraillé dans le dos avant de traîner son cadavre défiguré dans la boue pour l'exposer à Bouniebel avant de le couler dans du béton. Nyobe faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire la guerre. Et je l'ai lu. À ce moment-là. Oui. Donc si il était camerounais, il était Bassa, la tête de l'UPC comme président. Il va faire la guerre au pays Bassa. 1960, quand il est assassiné à Genève, en Suisse, par les services secrets français. En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Mounier a rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Mounier s'effondre terrassé par un mal mystérieux
dont il ne se relèvera pas. L'enquête de la police suisse prouvera qu'il a succombé à une dose de thallium que William Bechtel a versé dans sa tasse de café. William Bechtel. Maurice Delaunay ne prononce pas son nom, mais reconnaît la complicité de la France. C'est quelqu'un qui avait été payé par le président Elzo, mais avec d'autres accords, évidemment. Après cela, c'est l'instituteur Ernest Wandier qui lui succède et prend la tête de la branche armée de l'UPC, l'ALNK, jusqu'à son exécution par l'armée coloniale sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971. C'est bien. 10 jours après leur condamnation, Ernest Wandier et 2 de ses compagnons d'infortune savent que la mort les attend le 15 janvier 1971. Menottés et escortés par la soldatesque d'Amadou Ahidjo, le nationaliste avance la tête haute et le sourire omniprésent devant des populations de Bafoussam plus apeurées que lui. Ligoté sur un poteau par le peloton d'exécution, il refuse qu'on lui bande les yeux avant sa mise à mort. Son sourire ne l'a pas quitté pendant qu'il était criblé de balles. Ils sont donc réhabilités en tant que personnes et en tant que leaders politiques. Le Cameroun reconnaît ainsi que les actions posées par Oumniobé, Mounier et Wandier et leurs camarades étaient au bénéfice du Cameroun. Si quelqu'un a été lésé, si des terres ont été arrachées, c'est donc à l'État de gérer. D'autant plus que ce ne sont pas des gens qui sont traqués 24 heures sur 24 par la police, l'armée, le colon, l'État, et qui sont contraints de prendre le maquis, d'entrer en brousse, de changer de localité tous les 2 ou 3 jours, qui auraient pu être capables d'arracher la terre des gens et de s'y installer en grand maître au grand jour. Un peu de sérieux quand même. Pour finir, je vais aborder la question de l'héroïsme qui reste subjective, car la loi ne s'est pas exprimée là-dessus. Elle reconnaît le rôle qu'ils ont joué pour le bien. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Il fallait que je laisse une femme comme vous donner ce véritable cours d'histoire et surtout de cet engagement de faire un retour au pays natal parce que quoi qu'on dise, l'AES c'est bien, c'est l'Afrique, mais il ne faut pas oublier que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature et que le Cameroun demande d'être libéré et la première libération commence par la vérité et aussi par mettre totalement en touche dans les poubelles de l'histoire des gens comme Elimpi Lobé qui ne peuvent pas se sacrifier, qui ne sont là que pour mendier, qui ne sont là que pour détourner les Camerounais, qui ne sont là que pour créer des guerres intercommunautaires, parce que c'est derrière ça, derrière ce sale boulot, qu'ils peuvent survivre comme des vers de terre. Et Limbi Lobé vit son enfer sur terre parce que de toutes les façons, sa place, ce sera le vrai enfer après sa vie, dans son misérable enclos.